D'ailleurs, quand on dit un professeur de l'école de médecine de Paris, il est plus qu'un simple enseignant, c'est quelqu'un qui a une spécialité dans la langue, il fait autorité dans sa matière. Donc, bon, c'est pas Dieu, mais on est dans le domaine de la recherche, et puis ça avance, ça évolue, etc. Mais il y a des gens qui sont à un niveau supérieur par rapport à un autre dans le même domaine. Et c'est un peu pour ça que le professeur a dit, oui, il y a des nuances à faire par rapport au chercheur qui, lui, quand il avance quelque chose, exemple sur le vaccin, là, il doit savoir de quoi il parle, n'est-ce pas, selon la recherche. Mais quand on est dans le domaine de l'actualité, on se fie à ce qu'on a vu. On se fie à ce qui s'est passé il y a quelques heures pour se dire que peut-être que, bon, ça va aller dans tel sens. Il n'y a personne là, qui va dire à coup sûr, voilà, telle chose qui va... Moi, j'ai déjà eu, toujours... pas avec vous. Moi, j'ai déjà eu, messieurs, parce que ça fait quand même assez longtemps que je le fais, des professeurs qui prennent tout leur petit change pour avancer quelque chose comme quoi on ne peut pas revenir. Et là, on voit souvent, moi j'ai de ces professeurs qui reviennent, qui disent « Ah, on s'était trompé ». Oui, se tromper est humain. Se tromper, c'est aussi l'affaire de l'analyste, n'est-ce pas? On s'est trompé. Mais on ne peut pas toujours revenir pour dire « Ah, mais j'avais raison, là ». Il n'y a personne, mais je blague en disant on lit dans le marc de café, mais on sait ce que ça vaut, le marc de café, n'est-ce pas? Bon. Non, mais le danger, c'est même pas le danger. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, qu'on n'est pas en train de faire des prédictions, ok? C'est-à-dire qu'on analyse c'est des prévisions. On analyse à partir des faits et on met en perspective, ok? Et puis, la deuxième chose, comme par exemple dans le cas de l'invasion de Poutine, je suis venu là et puis je t'ai dit, oui, je me suis trompé. Voilà pourquoi. Parce que il y avait tellement de paramètres, et c'est ce qui est en train de se développer, que Poutine n'avait objectivement aucune raison de faire cette invasion-là. Tu sais? Et la preuve, et même quand l'invasion s'est faite, on pensait que ça serait pour renforcer les républiques indépendantistes de l'Est, enfin Donetsk, Luhansk, etc. Et jamais essayer de s'étaler, d'étendre ses tentacules, entre autres choses, essayer de décapiter, comme c'est souvent le cas dans une invasion, essayer de décapiter le pouvoir politique en s'en prenant à Kiev, etc. Je me suis dit qu'il y a une approche un peu brouillonne que je n'avais pas compris. Maintenant, je crois que ce qui est en train de se développer nous ramène un peu à ce qu'on avait prévu. Il l'aurait souhaité, mais je pense que l'Ukraine et l'Occident, ce qu'ils veulent, c'est la fin de Poutine. Donc, ce qu'on pensait, ce que moi je croyais être la chose à faire, c'est-à-dire la raison derrière cette invasion, il ne peut plus revenir là-dessus. J'ai l'impression qu'un règlement n'est pas aussi évident. Et oui, j'essaye de dire que par rapport à ce qui se passe en Ukraine actuellement, on voit Zelensky et Poutine, mais il faut aller au-delà de leur propre personne. D'abord, c'est un problème géopolitique et géostratégique qui se passe en Europe depuis la chute du mur de Berlin, où les États-Unis et les pays de l'OTAN essayent d'endiguer la Russie. On n'endigue pas une grande puissance dans sa zone d'influence. Donc, comme Yeltsin avait tout donné aux Américains, mais par la suite, toutes les... toute cette politique d'ouverture de Yeltsin à l'Occident n'avait pas plu à une frange des nationalistes russes. Donc, un jeune Poutine qui était là, tapis, ils n'ont pas aimé ça. C'est ce qui est arrivé qu'à la chute ou au décès de Yeltsin, quand Poutine a pris le pouvoir, la Russie était affaiblie, qui fait que, regardez, la Russie était pas même... affaiblie, la Russie était à genoux. Il était même pas capable de défendre la Serbie lorsque l'OTAN a décidé de démembrer la Yougoslavie. Et même, ce qui est pire, c'est que les États-Unis ont décidé, et l'OTAN ont décidé d'arracher à la Serbie ce qui fait l'essence de sa civilisation, le Kosovo. C'est la même chose que même Kissinger avait dit aux autorités américaines. Vous pouvez prendre
tous les pays de l'ancien bloc soviétique, mais ne touchez pas à l'Ukraine, ce sera la Troisième Guerre mondiale. Mais ils n'ont pas entendu. Pendant ce temps, la Russie était trop faible pour qu'on puisse donner de l'importance à la parole russe. Pendant ce temps, Poutine est arrivé, il a mis 20 ans pour réarmer la Russie, ce qui fait que maintenant, si depuis 1 an, l'OTAN n'est pas intervenue en Ukraine en envoyant ses soldats, c'est qu'il sait en retour que la Russie était capable de faire face. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui, absolument. Il a étudié le dossier vraiment bien comme il faut. Gessler est revenu en force. On sait que Gessler est méthodique. Ah là là. Mais professeur Larose, Gessler a dit quelque chose de très bien, sauf que on n'endigue pas un pays dans sa zone d'influence, mais la Russie a été endiguée, si je peux expliquer là, chez eux, chez les Russes. N'est-ce pas? Et ça veut dire quand on veut en finir avec un pays, un système, on peut utiliser tous les moyens si on a la capacité néanmoins. Mais voilà la chose qui nous amène à regarder la façon d'analyser effectivement, mais à la lorgnette, professeur, de ses convictions politiques. Par exemple, la plupart de mes analystes vont parler de cette guerre, la guerre en Ukraine comme étant une guerre américaine, la guerre de Biden, la guerre par procuration, etc. Mais c'est, professeur, encore une fois, le fait d'utiliser, oui, ses connaissances, mais aussi un peu d'idéologie, non? Écoutez, c'est une guerre, c'est d'abord les intérêts qui prévalent dans des situations de ce genre-là. On ne fait pas une guerre pour faire plaisir, mais on ne fait pas une guerre pour plaire à des alliés ou autres. C'est un calcul, c'est un calcul stratégique que l'acteur fait au moment de prendre une décision. Le calcul par rapport à sa propre réalité existentielle, le calcul aussi par rapport à ses intérêts géopolitiques, le calcul aussi par rapport à ses valeurs morales, etc., le calcul aussi par rapport à sa position dominante dans un environnement international donné, le calcul aussi par rapport à l'ensemble d'alliances, des alliances dans lesquelles cet acteur-là fait partie, pour essayer de prendre une décision qui serait, dans ce cas-là, une décision rationnelle et non pas émotionnelle. Dans le cas s'il s'agit de savoir est-ce que c'est l'idéologie qui guide les acteurs à prendre des décisions, je parle surtout de nous autres, les analystes, lorsqu'on parle de cette guerre comme étant une guerre... Oui. Non, mais écoutez, oui. Écoutez, nous sommes des êtres sociaux, des êtres moraux aussi. Nous avons des valeurs. Et normalement, ce que nous disons, ce que nous pensons, viennent aussi de ce que nous sommes. Donc à partir de là, et aussi de ce que nous croyons, de ce auquel on croit en général. Donc on ne peut pas exclure la variable idéologique dans les prises de position que les journalistes, que le commun des mortels en général prennent par rapport à une question donnée. La question c'est pas de savoir est-ce que l'idéologie, ce que nous croyons, a tendance à colorer un peu ce que nous voyons. La question est de savoir est-ce que on peut faire preuve de distance idéologique pour apprécier un phénomène. Et c'est ça le grand défi pour un journaliste et aussi pour un observateur de la politique en général. Est-ce que vous êtes capable, vous êtes en mesure de prendre un peu de distance, à la fois idéologique, mais aussi en termes de politique comme tel, pour apprécier un phénomène qui se présente devant vous. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Okay?
parce que nous, peut-être par manque d'outils, c'est-à-dire d'outils indépendants de ce que vous êtes, de ce que vous croyez, le manque aussi d'efforts, je dirais, pour accéder aussi à l'autre. Ça, c'est important. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à se conforter dans notre zone. Mais on ne fait pas la démarche d'accéder à l'autre vérité ou à l'autre en tant que, à l'autre position. Et ça, c'est important. Si on ne le fait pas, on ne peut pas compléter notre vérité. Il est important de pouvoir compléter en quelque sorte notre vérité pour pouvoir au moins accéder un peu à la science. Absolument. Sinon on n'a pas, on reste tout simplement des idéologues. Oui, absolument. Gessler, ouais. on va aller à la pause et puis j'aimerais pouvoir, parce qu'on a des sujets extrêmement intéressants sur la posture de l'Église catholique qui est engluée dans un scandale. Au moment où on se parle, scandale, mais davantage des coups de coude à notre bon pape François. Mais terminons, essayons de regarder, parce que ça va faire 1 an bientôt, là, le 24 de cette invasion. Faut commencer à regarder la fin de cette guerre. Elle doit avoir une fin. Est-ce qu'il va y avoir un gagnant? Probablement non. Mais comment permettre à Vladimir Poutine de s'en sortir honorablement? C'est là tout le hic. Vous voulez que je dise un mot? Oui. Bon, les gens pensent que Vladimir Poutine est en train de perdre parce que dans l'esprit de certaines analyses des médias des pays de l'OTAN, que Vladimir Poutine, le 24 février dernier, voulait mettre la main sur l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le plus grand pays d'Europe après la Russie. C'est 640 000 km². Aucune armée au monde ne peut contrôler en 1 an ou moins d'1 an un pays aussi vaste. Deuxièmement, ils se sont mis des choses dans la tête ou bien dans la bouche de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, selon tout ce qu'on pu avoir comme approche des différentes analystes et spécialistes de la question, c'est que Vladimir Poutine voulait d'abord sécuriser le Donbass, là où vit une forte concentration de citoyens d'origine russe. Mais curieusement, le Donbass, c'est la partie la plus fertile et la plus industrialisée de l'Ukraine. Donc, mettre la main sur cette partie-là, c'est ce que Vladimir Poutine est en train de faire. Et vous remarquez que à nos jours, il y a au moins plus de 100 000 km² de l'Ukraine qui est aux mains de la Russie. Si c'est ça, si c'était ce qui recherchait Vladimir Poutine, c'est pas une défaite. Mais le problème pour l'Occident, comme les États-Unis, parce que si l'Ukraine gagne, c'est une victoire par procuration des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, comme Vladimir Poutine ne peut pas perdre, pour qu'il perde, il faut qu'il lâche les 100 000 km² qu'il tienne maintenant sous son contrôle. Mais il est en train de grignoter du terrain. Donc, l'armée ukrainienne, au moment où l'on parle, est en difficulté à Bakhmut et Soledar. C'est-à-dire que c'est une guerre, on appelle ça une guerre d'attrition, d'usure. C'est-à-dire que tous les belligérants s'observent, se regardent, et puis faire en sorte que l'un gaspille ses armes, etc., au moment donné que... Non, c'est... La Russie ne perdra pas parce que il lâchera pas cette partie de l'Ukraine qu'il donc tient. c'est une guerre d'usure, comme tu as dit, à finir, mais à un moment donné, une guerre se termine aussi. Peu importe. Mais comme il dit qu'on va être en panne de munitions, d'armes, etc. Donc, c'est une guerre à finir au couteau. Peut-être. Professeur, tu voudrais ajouter quelque chose avant d'aller à la pause? Sur la question de victoire, c'est une notion extrêmement complexe. La victoire dans ce qu'on peut dans des crises en général. Ce que l'histoire nous révèle en général, c'est que il y a des situations où la victoire militaire ne conduit pas nécessairement à la victoire politique. Et donc, il faut faire très attention à ça.
Ça veut dire qu'il peut arriver que la Russie maîtrise une partie du territoire ukrainien et arriver à la table des négociations, la Russie est obligée d'abandonner ses territoires pour pouvoir accéder à ce qu'il voulait au départ. Donc, moi, je crois que cette guerre-là, il est très improbable qu'elle se gagne sur le terrain militaire, sur le théâtre d'opération. Elle va se gagner quand il y aura ce qu'on appelle les règlements de paix. Et ce qui va sortir de ce règlement de paix, c'est-à-dire un traité de paix comme tel, c'est ça qui va dicter en quelque sorte le nouvel environnement régional, c'est-à-dire les relations russo-ukrainiennes, les relations entre la Russie et ses voisins, la question territoriale, la question des relations avec l'OTAN, la question des relations avec l'Union européenne, la nouvelle architecture de sécurité qui va être décidée par ce traité pour garantir en quelque sorte la paix. On ne sait pas si la Russie se présentera en position de force et sortira de ces négociations en position de force aussi. Ça, c'est la grande question. Voilà, c'est ça. Alors donc, messieurs, on va faire la pause et au retour, on va parler, on parle dans les grands titres par rapport au Vatican, une guerre civile qui secoue l'Église catholique depuis la mort de Benoît XVI. On verra cela après la pause. Restez là. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CEPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite 514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes. Vous avez entendu parler de la nouvelle bière afrodescendante Negmaro? Du groupe Black Wall Street? Vous êtes une personne d'affaires? Dans le cadre de l'histoire du mois des Noirs, samedi 11 février, le groupe Black Wall Street vous convie à un grand cocktail de presse qui se tiendra au complexe La Providence, 65-66 rue Jarriès à Saint-Léonard, de 19h à 23h. Cette soirée a pour but de vous offrir une grande dégustation, opportunités d'affaires, ainsi que de présenter l'entreprise et ses subdivisions. Une soirée riche en animation. conférences de presse, Médias sur place. soirée réseautage, Dégustation de la bière Negmaro. bouchées et prix. Le tout pour la modique somme de 25 $. Billets disponibles sur Eventbrite Info 514-248-9836, 514-248-9836. Black Wall Street. Moi, c'est Laurie. J'ai reçu un diagnostic de trouble psychotique. Ça m'est arrivé de voir des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, avec de l'aide, ça va mieux. Mais ça m'arrive encore d'avoir des visions. Je me vois faire des voyages. Je me vois en train de finir mes études. Je me vois avoir des enfants. Détecter tôt les troubles psychotiques, ça n'empêche pas de vivre sa vie. Pour de l'aide, appelez Info Social 811 ou parlez à un médecin. Un message du gouvernement du Québec. De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de 100 $ et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. Bonjour, c'est Bito Vaoba sur CPAM radiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM.
Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec professeur Chalmers Larose, Gessler Jean-Gilles, Jean-Emmanuel Pierre et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Alors, on va regarder la situation dans le titre du Journal de Montréal aujourd'hui. Une guerre civile secoue l'Église depuis la mort de François. Et comme on continue l'émission même en temps de pause, Gessler a fait la genèse de l'Église catholique, mais surtout de cet épiscopat de François. Savoir, c'est un réformateur, n'est-ce pas, qui va toujours avoir des difficultés avec les conservateurs, et ils sont nombreux, les conservateurs. Mais là, ce qui va frapper davantage François, c'est cet homme qui a sorti ce prêtre qui a sorti cet ouvrage. D'abord, celui qui était proche de Benoît XVI, qui, à la mort de Benoît XVI, va critiquer, mais de manière acerbe, l'Argentin, le pape argentin, n'est-ce pas, en disant qu'il a empêché à Benoît XVI de continuer avec les messes en latin. Messieurs, plus conservateur que ça, tu meurs. Mais il y en a qui croient qu'il y a quelque chose dans les messes en latin et qui n'ont pas fini encore avec les messes en latin. Et une autre critique d'un autre qui a écrit un autre livre, etc., pour dire que le pape François n'est pas sorti de l'auberge. Malheureusement pour lui, il prend de l'âge, 84 ans, que dis-je? 86 ans, bien sonné, 86 ans. Mais il dit que oui, le physique a de la difficulté, mais heureusement, il a cité, il dit la mauvaise herbe ne meurt jamais, ok? Parce qu'il est encore là. Messieurs, est-ce que l'Église catholique, après les scandales sexuels, avait besoin d'un scandale à l'intérieur même, au sein même de l'Église? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce que François n'en a pas assez de combattre les pédophiles et d'aller avec des réformes peut-être plus sûres pour l'avenir de l'Église? Entre autres, on va parler dans les prochains jours de la possibilité pour les prêtres de se marier. Il y a une question qui revient souvent, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on avait besoin de ça au sein de l'Église catholique? Bon, je peux dire que l'Église, le Vatican, généralement, c'est un nid de scandale depuis plusieurs centaines d'années. Donc, il était envahi d'éléments mafieux, d'éléments toutes sortes de... Vous avez des évêques qui étaient corrompus, même du temps de la toute-puissance des familles de Florence. C'est ces familles-là qui imposaient des familles de banquiers à Florence, qui imposaient leur pape, et puis par rapport aux autres familles rivales de Rome. Donc ça a toujours été comme ça. Donc, le Vatican en soi est traversé par des courants idéologiques aussi, entre une droite proche de l'extrême droite et puis des gens vraiment plus progressistes. Mais quand on regarde actuellement, si on parle
du décès du pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI, c'est pas sa personne qui est importante, c'est ce qu'il représentait. Il représentait l'aile la plus orthodoxe de l'Église catholique, extrêmement conservateur. C'est pourquoi il est très populaire dans les milieux d'extrême droite religieuse catholique aux États-Unis. Donc ce sont ces gens-là qui sont très proches des valeurs tridentines, c'est-à-dire la messe tridentine qui était restée attachée à l'histoire ancienne même de l'Église, à la naissance même de l'Église catholique, où non seulement la messe est dite en latin, mais et d'autres choses encore qui prouvent une sorte de radicalisme religieux qu'on trouve actuellement dans d'autres religions. Mais ça a été toujours comme ça dans l'Église catholique. Quand le pape Benoît XVI est décédé, c'est que on va le remplacer par un autre, mais c'est là la bataille a commencé. Donc les progressistes au sein de l'Église, les gens qui sont pour l'ordination des femmes, les gens qui sont pour le mariage des prêtres, tous ces gens-là se sont mis ensemble et puis pour pousser un petit évêque des bidonvilles de Buenos Aires au pouvoir. Mais depuis que le pape François est arrivé, il fait face à toute une cabale contre lui. On a même pensé à un moment, on a même craint pour savoir qu'il pouvait l'assassiner comme on a fait pour Jean-Paul Ier. Oui. Donc, de toute façon, beaucoup de papes ont dû passer par les menaces d'assassinat, etc. Il y a toujours des choses à remettre en question. Peut-être celui qui a peut-être eu un mandat relativement tranquille, c'est à cause aussi du fait qu'il soit très, très conservateur, que c'est lui qui était responsable de la doctrine de l'Église, etc. C'est Benoît XVI. Mais en dehors de ça, tous ceux qui ont un tant soit peu voulaient toucher à des changements et se sont trouvés en danger. Alors, ce qu'il y a par rapport à François, au-delà de progressistes qui l'entourent, et c'est quelqu'un, n'oublions jamais qu'à l'intérieur de l'Église catholique, quand on te pointe du doigt comme jésuite, tu es un catholique différent. Et même à l'extérieur aussi. Oui, non, c'est ça, oui. Non, mais je veux dire, quand je dis à l'Église catholique, c'est-à-dire que c'est la branche progressiste, c'est ceux que tu vas retrouver sur le front, c'est le prêtre qui s'était fait assassiner au Salvador, c'est celui du Nicaragua, c'est le père dans la dynamique de l'alphabétisation, comme il s'appelle, le Brésilien. Tu as des gens qui te disent... Leonardo Boff. Tu as un courant qui te dit que l'Église ne peut pas être que ça. Et que tout le courant protestantiste, et tu te rappelles cette conférence internationale qu'on avait organisée pour les 500 ans de la Réforme, on a dit, le moment était venu aussi de réformer la Réforme protestante, mais ça c'est une autre histoire. Mais tu es resté avec une Église qui n'a pas beaucoup appris. Donc ce sont par vagues que tu vas avoir des gens qui vont apporter un certain changement. Malgré son conservatisme, Jean-Paul II a fait sa part, tu comprends? Mais attention, c'était pas un révolutionnaire, on n'était pas dans la dynamique de François. François, là, est en train vraiment de tout remettre en question, de toucher à la fois la politique, de toucher à la fois le social, le religieux profond, de toucher l'économique, la Banque de Vatican, qui est le ventre d'une corruption endémique. C'est beaucoup de choses en même temps qui est en train de se passer au sein de l'Église catholique. Alors, Chalmers, c'est oui, bon de parler du pape François comme un réformateur, mais c'est le sauveur de cette Église aussi, parce que bon, il a hérité d'une Église en plein scandale, en pleine crise, mais crise
des dénonciations à droite et à gauche, l'Église américaine, l'Église un peu partout, en Amérique latine et tout ça. Ce qui a poussé Benoît XVI vers la porte, d'ailleurs. Des questions de viol à répétition des enfants, etc. Donc, l'attitude réformatrice du pape François a en quelque sorte sauvé l'Église. Et là où on n'avait pas une grande influence, mais c'est là où on retrouve l'Église catholique plus forte en Afrique, entre autres, l'Amérique latine. Et le pape se doit de faire tout en son pouvoir, professeur, pour garder l'Église catholique comme étant encore la plus puissante parmi toutes les autres religions, non? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je suis en présence de 3 collaborateurs qui connaissent bien l'Église catholique. Oh. Moi, je n'ai aucune idée, je ne connais rien de cette Église-là. Mais tu connais Notre Père, au moins. Non, mais je ne peux même pas dire que je suis chrétien. Donc, moi, cette affaire de est-ce que l'Église est-ce que le pape a sauvé l'Église ou encore... moi, j'interroge tout simplement la pertinence de l'Église. Donc, dans un monde qui change, où les sociétés évoluent, il serait... il y a des tentatives de réforme, certes, on les observe, on les entend. Il y a aussi des initiatives pour revisiter l'histoire et corriger les erreurs du passé, etc. Mais c'est une institution tout à fait anachronique qui est en déclin. Et je ne pense pas que ce déclin est lent, certes, mais c'est un déclin qui est visible, perceptible. Et il y a de moins en moins de chrétiens dans le monde. Il y a de moins en moins de chrétiens qui l'affirment, qui le vivent. Et c'est pas une église qui représente l'avenir non plus. C'est pas une institution qui représente l'avenir. Donc, je ne vois pas exactement en quoi les luttes internes à l'intérieur de cette institution-là pourraient susciter de l'émotion à l'extérieur de l'Église. Non, professeur, je m'excuse là. Je regarde au sein d'une institution moins importante que, je ne sais pas, la royauté au Royaume-Uni, exemple, lorsqu'il y a de ces divisions-là, ça nous touche et on en parle. Alors que l'Église catholique, c'est quand même combien de milliards de personnes qui pratiquent, c'est la plus grande religion. Est-ce qu'on a besoin de pratiquer la foi chrétienne de la même manière qu'on nous l'enseigne, qu'on nous dise que Benoît ou François soit le représentant de Jésus-Christ sur terre? Ça, c'est, pour moi, c'est non, n'est-ce pas? Et je me dis que c'est ces corrections-là qu'on doit amener au sein de l'Église. Mais oui, on a besoin d'une institution, que ce soit l'Église protestante, l'Église catholique. Les gens ont besoin de croire en quelque chose, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin de croire. Je m'excuse, je suis peut-être pas pratiquant et je n'oserais pas dire que je suis un chrétien, sinon que je suis un être vivant de chair. Et c'est la définition qu'on a toujours donnée aux chrétiens, hein? Vaguement, être de chair, et être croyant d'une certaine manière. Mais est-ce que je suis pratiquant, c'est autre chose. Ah oui. Non, je voudrais dire juste pour le professeur que l'Église catholique n'est pas en déclin. S'il est en déclin, c'est dans quelques pays occidentaux. Mais quand on regarde en Asie, en Amérique latine, en Afrique, ça, c'est pas des millions, c'est des gens qui croient. Et pourtant, c'est des gens qui sont un petit peu conservateurs, collés à l'idéologie, comment on dit ça, initiale ou bien d'origine de l'Église. Parce que c'est Malraux qui disait que le 21e siècle, c'est Malraux qui disait le 21e siècle, tu seras religieux ou tu ne seras pas. Eh bien, regardez, en Europe actuellement, l'Europe de l'Est, il y a une montée, une ferveur religieuse, mais qui s'exprime aux dépens
dépens d'une autre religion, aux dépens des musulmans qui sont nombreux en Europe et puis qui s'exposent visiblement, même à travers les rues, des fois, n'importe où est suffisant pour qu'ils fassent leur... Donc, c'est-à-dire que cette ferveur religieuse, on va le retrouver parmi la droite, même au Canada. Il y a des gens qui sont très religieux, mais c'est pas une religion parce qu'ils croient à ça, mais c'est juste pour faire face à l'arrivée des musulmans. Aux États-Unis même, il y a des mouvements d'extrême droite religieux, les Tridentines, l'église Tridentine, c'est parmi la plus conservatrice de l'ordre chrétien. Non, moi je pense que quand on est en religion, c'est-à-dire on a des croyances. Quand on croit, on ne pense pas. C'est-à-dire que quand on regarde toute cette masse de gens en Amérique latine, ils croient à quelque chose, on ne leur demande pas d'explication, donc c'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel, mais c'est au contraire parce que les gens ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Là où on n'a pas de besoin, on ne croit plus. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un peu la situation, effectivement, comme l'évoquait Gessler, en Occident. Bon, c'est aussi les perspectives, les lumières, les débats. Et souvent, tu vas avoir ce refus de l'Église d'ouvrir les débats, d'ouvrir des discussions, etc. Et ce qui va expliquer cette espèce d'abandon, de désertification des lieux de culte qu'on assiste ne serait-ce qu'autour de nous, par exemple à Montréal ou plus largement au Québec. Mais quand tu vas ailleurs qu'au Québec, qui a connu aussi une autre expérience avec l'Église, on va retrouver une ferveur tout autre, comme tu le disais, en particulier dans le Canada anglais. Mais il faut revenir à quelque chose de plus fondamental. Je crois que Ernest est passé là-dessus très rapidement. Quand on a aussi un monde, quand on voit le monde aller, quand on vit dans un monde où il y a de moins en moins de repères, tu sais, on finit par s'accrocher à la foi, c'est tout ce qui te reste. Quelque chose que tu ne peux pas toucher, quelque chose qui te permet d'espérer, quelque chose qui te permet de rêver, d'errer dans certains cas, dépendant de la façon dont que la personne va voir ça. Mais c'est inévitable. Alors, taquinons le professeur de l'autre côté pour lui dire que, professeur, la science n'explique pas tout. Et quand on a des questions, justement, qui ne sont pas satisfaites, qui ne sont pas répondues, à quoi on s'accroche? Je ne sais pas. La philosophie n'explique pas tout? Bon, je dois faire d'abord une rectification. J'aimerais ça m'excuser d'avoir heurté votre... Non, arrête. Là, tu es de mauvaise foi. Ça lui arrive même à Chalmers aussi. Tu sais, j'ai un mentor qui est dans son lieu de vérité et qui me disait, quand on le taquinait sur la question de la foi, parce qu'il était d'une famille extrêmement croyante, et quand on lui disait, d'abord il s'énervait, il disait, mais pourquoi vous ne respectez pas ma foi à moi, ma foi de ne croire en rien? Et Jean le provocateur disait, Dieu merci, je suis athée. Non, écoutez, écoute, s'il y a quelque chose que je reconnais, c'est parce que, écoutez, je suis politologue quand même. Je reconnais l'importance de la foi et des croyances à la fois dans l'autorité, mais aussi dans l'acceptation, dans le consentement, etc. C'est important. Les gens croient. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de débattre de la croyance ici. On est en train tout simplement de dire est-ce que l'Église catholique, qui en tant qu'institution, qui a contribué à produire le monde dans lequel on est, est-ce que cette Église-là, elle est en mesure de se réformer et de s'adapter à un monde nouveau? Est-ce qu'il peut y avoir un monde nouveau sur cette Église-là? Moi, je crois que oui.
c'est ma position. Est-ce qu'il peut y avoir un monde nouveau sans cette Église catholique, c'est ça? Oh, exactement. Oh, ok. Donc, je crois que oui, et de toute manière, je pense que l'Église catholique ne représente plus l'avenir, elle représente davantage le passé. Et donc, on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est plutôt un constat que je fais. Je fais ce constat-là parce qu'il y a beaucoup non seulement à cause d'une histoire, le monde qui est en train de s'exploser devant nous, c'est un monde où l'Église catholique a été au centre de ce monde-là. Il l'a produit, elle a été le vecteur même de ce monde-là. Donc, si ce monde est en train de s'écrouler, je ne vois pas comment cette Église pourrait échapper aussi à ce destin tragique-là. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de... mais cela n'a rien à voir avec la foi. Oui, mais okay? le problème... C'est l'institution. Le problème, c'est que oui, l'Église catholique peut s'effondrer, ou en tout cas... mais il va exister quelque chose qui va avoir le même comportement. L'islam va prendre de l'ampleur, n'est-ce pas, à travers le monde. L'islam est en train de s'éparpiller et de prendre l'espace à travers le monde. Est-ce qu'on peut espérer un comportement différent? Non, ce que je suis en train de dire, Jean-Ernest, c'est qu'on peut avoir, il y aura toujours des chrétiens, mais il peut ne pas y avoir une église qui s'appelle Église catholique, cette catégorie de chrétiens qui s'appelle catholique. Une tutelle, absolument. Bon, alors, c'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que avant toutes ces dénominations autour, d'ailleurs, ce sont toutes des religions monothéistes qui vont avoir des prophètes différents, mais autour d'un seul et même Dieu. Mais avant, il faut remonter, il y avait toujours ce besoin de croire en quelque chose. Il y avait toujours cette foi. Des fois, c'était les dieux de la nature, c'était le soleil, le lever du soleil, c'était ci, c'était ça. Tu as besoin de t'accrocher à quelque chose. Et je suis d'accord avec Charles Meurs, à l'intérieur, et Gessler le disait, à l'intérieur de certains mouvements politiques. Ce n'est pas, en fait, le fait de s'accrocher à une religion, etc. D'ailleurs, ce sont des groupes très anti-institutionnels, si vous voulez, si vous voulez, très anti-establishment, très libertaires. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est ces principes de départ que l'on retrouve aussi dans la foi, que l'on retrouve aussi dans les religions, qui vont constituer des communautés autour de ces valeurs religieuses, sans pour autant aller à l'église, sans pour autant se soumettre à une autorité ecclésiale. Mais ma difficulté, messieurs, des fois, lorsqu'on est guidé par une idéologie, on est aveuglé à quelque part, par une religion, on est aveuglé à quelque part. Mais quand on veut regarder le monde, la façon dont les gens ont été éduqués et notre culture, ça nous amène à croire que moi, j'essaie un peu bien vouloir voir, et je pense que ça va arriver un jour, la fin du capitalisme dans le monde. Mais il va y avoir une autre institution, l'autre institution parallèle qui va prendre la place et qui va se comporter comme le capitalisme, qui va se comporter comme les... Tu sais, la fin de l'Église catholique, mais l'Église islamique va se comporter de cette même manière, peut-être pire, etc. C'est le monde qui a besoin de s'accrocher à quelque chose et qui va s'accrocher à n'importe quoi, une bouée de sauvetage, la politique, la foi, on veut croire. Mais en général, les renversements sont arrivés au bout de certaines remises en question. Une remise en question pour établir autre chose. Oui, de certains bouleversements. Ça veut dire que tu vas finir quand même par avoir des changements. Mais Mano, c'est que l'Église catholique a déjà... on dirait que c'est une rescapée de ces grands bouleversements mondiaux. Le premier grand bouleversement dont elle est sortie victorieuse,
Le protestantisme. C'est le protestantisme, la réforme, mais ça fait à peu près 500 à 600 ans. Mais, et c'était fondamental. Par la suite, l'Église catholique va encore en prendre un coup avec l'excommunication d'Henri VIII en Angleterre, qui va créer la branche anglicane de l'Église. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec le professeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir de grands bouleversements, mais l'Église catholique va s'adapter progressivement. Et c'est pour ça que Jean-Ernest a raison quand il dit c'est peut-être la dernière chance, ou l'occasion, je ne dirais pas la dernière chance, mais l'occasion à suivre, parce qu'il est vieux, n'importe quoi peut se produire n'importe quand, mais il y a un courant, et je crois que ce courant-là qu'incarne le pape François, devrait permettre effectivement à l'Église catholique une remise en question et de déboucher sur de nouvelles perspectives plus progressistes, plus adaptées. Alors, tu prends une petite parenthèse, je vais vite refermer. Tu prends l'exemple de notre pays. Au moment où l'on parle, il y a beaucoup plus de protestants de toute allégeance que de catholiques. Ça fait un bout. Ça fait un bout. Ah ouais, ça fait un bout. Vous oubliez, mais messieurs, vous n'êtes vraiment pas de vrais Haïtiens. Tout cela qui fait un petit monsieur de Solokoto, monsieur de Bourdieu, ils sont des catholiques, hein. Ceux qui vont à l'église, qui vont prendre l'hostie. Chalmers, c'est trop jeune, là, il n'a pas connu ça. Ils vont prendre l'hostie. Non, mais moi, j'ai été enfant de cœur, hein. Mais tu n'as jamais vu ma tante Intel prendre l'hostie pour aller faire du Solokoto avec, là. Ils sont tous catholiques. Elles sont toutes catholiques. Mais quand on te dit que ce sont les... Je suis le produit de quelque chose que je renie. C'est ça. Non, mais souvent, c'est une partie de toi que tu renies, hein. Exactement. Parce que j'ai grandi. C'est exactement comme on dit, la politique qui était pour en finir avec le vaudou. Rejeté. Rejeté. C'est rejeté. Oui, mais attention, ne confondons pas. Non, mais je rejette. Et voilà, dans l'église catholique, on nous faisait dire je rejette. Ça s'appelait, c'est la campagne anti-superstitieuse. Voilà, absolument. Ça s'appelle rejeté. Oui, qui est sous Richer, qui avait lieu sous. Tu avais la grande campagne. Les scores, ça, tu avais la grande campagne sous Richer. Et puis après ça va reprendre sous les SCO. Mais sous les SCO, c'était plus une question, le côté, sa revendication de l'occidental, y compris très raciste aussi sous les SCO. On doit faire la pause, mais il y a tellement de sujets intéressants. Par exemple, on va regarder la tragédie de la garderie, là, ici, par chez nous, avant de parler d'Haïti. Et tellement de sujets intéressants. Tandem.